Donc, la question qui se pose, c'est que faisaient ces Danois au Pays Basque 50 ans avant le début des invasions? Et un élément de réponse nous est donné par le texte arabe qui évoque les combats qu'ils réalisent aux côtés du roi de Pampelune et aux côtés du roi des Asturies, qui sont chrétiens, contre les Sarrasins. Et on voit bien que ces Scandinaves ne sont pas là en train de réaliser des raids, mais sont venus de manière pacifique, a priori pour des raisons commerciales. Et donc la question c'est pourquoi est-ce que des Scandinaves viendraient au Pays Basque, pour quelles raisons commerciales? Et bien, pour essayer de le comprendre, il faut essayer de visualiser ce qu'était le commerce en Europe à l'époque. La paix carolingienne va permettre de ranimer deux routes commerciales importantes, une qui part de Venise, de Ravenne exactement, et l'autre de Marseille, et ces routes traversent les Alpes, donc dans la région de Lyon et de Genève, et ensuite elles éclatent vers la mer du Nord et la Manche par les fleuves du nord de la France. Et en Frise, les commerçants frisons poursuivent cette route vers le nord et ils vont distribuer sur les pourtours de la mer du Nord, vers l'Angleterre et le Danemark, les marchandises en provenance de Méditerranée. Mais à partir de 772, Charlemagne va se lancer dans des guerres de conversion contre les païens saxons vivant au nord de l'Allemagne. Des guerres très cruelles commencent et elles vont durer une trentaine d'années. Et si Charlemagne a tant de mal à vaincre les Saxons, c'est parce que ceux-ci, à chaque fois qu'ils subissent un revers militaire, ils partent se réfugier au Danemark. Et Charlemagne sait que le Danemark est inaccessible. Avec ses îles et ses péninsules, il sait parfaitement que s'il envoie une armée là-bas, il ne la reverra plus tout simplement parce que les Danois sont les maîtres des eaux. Et donc, Charlemagne sait que s'il veut vaincre les Saxons, il doit mettre les Danois à genoux, et il sait que les Danois sont inaccessibles dans leur presqu'île danoise. Et donc, Charlemagne va décider de frapper là où les Danois sont les plus vulnérables, c'est-à-dire le commerce. Et on peut penser d'ailleurs que l'attaque de Noirmoutier en 799 n'est pas un raid viking qui a mal tourné, mais plutôt une attaque franque contre un convoi commerçant scandinave qui faisait escale à Noirmoutier. Et donc, Charlemagne va organiser une sorte de blocus commercial sur le monde scandinave, et cette politique va être symbolisée par le capitulaire de Thionville de 805, par lequel l'empereur organise une frontière commerciale hermétique entre l'embouchure de l'Elbe et le Rhin. Et ce blocus commercial, évidemment, a pour objet de contraindre les Danois à la négociation, voire la soumission. Et donc les Scandinaves ne peuvent pas accepter cette situation, et s'ils veulent accéder aux marchandises du monde méditerranéen, ils doivent contourner l'Empire franc. On sait que les Suédois le feront dans les années 860 par les plaines russes, mais apparemment, dès les années 770, et peut-être même 760, c'est-à-dire un siècle avant la traversée de la Russie, d'autres Scandinaves ont tenté de passer par l'ouest pour rejoindre la Méditerranée. Alors ces Scandinaves ont logiquement atteint Gibraltar sans trop de difficultés, mais bon, Gibraltar c'était pas une solution très satisfaisante car le contournement de la péninsule ibérique était compliqué, il n'y avait pas d'île, et surtout l'émir de Cordoue était un homme puissant, il disposait de galères et pouvait intercepter les voiliers vikings qui traversaient Gibraltar. Et donc, les Vikings semblent s'être arrêtés à mi-chemin au Pays Basque pour ces raisons commerciales, pour des raisons commerciales. Alors, quelles raisons commerciales auraient attiré les Vikings au Pays Basque? Eh bien, en fait, au sud des Pyrénées, il existait une voie romaine qui partait de Tarragone, qui traversait Saragosse, Pampelune et qui rejoignait Oyasso, Irún, Fontarabie sur la côte atlantique. Et cette voie romaine présentait deux qualités intéressantes. Elle était hors de portée de l'émirat de Cordoue qui était situé au sud de l'Èbre et inaccessible pour les Francs qui étaient confinés au nord des Pyrénées. Et dans cette zone libre, on va dire, les Scandinaves pouvaient commercer librement sans avoir à subir les contraintes imposées par les Francs. Et donc on peut penser que les Danois qui étaient présents au Pays Basque, en fait,
passer par cette route romaine pour aller commercer à Tarragone. Et en fait, bon, on voit que les Scandinaves étaient là pour des raisons purement commerciales. Pourtant, on sait qu'en 840, ils vont envahir la Gascogne. Et donc, la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces pacifiques commerçants deviennent tout d'un coup des guerriers? Et pour le comprendre, eh bien, il faut revenir à l'histoire de l'Empire carolingien. En 800, Charlemagne devint empereur, et en 814, à sa mort, il lui reste un fils en état d'hériter, Louis le Pieux. Et donc, Louis le Pieux hérite de l'Empire, mais il est déjà âgé, il a 3 fils, et l'empereur, en 817, va procéder à un partage de l'Empire. À son deuxième fils, il va donner le royaume d'Aquitaine, entre la Loire et les Pyrénées. Donc c'est Pépin Ier d'Aquitaine. Au troisième fils, Louis, il va donner la Bavière, il va devenir Louis le Germanique, et Lothaire l'aîné devient co-empereur du reste avec son père. Mais en 818, l'empereur est veuf, et en 819, il se remarie avec Judith de Bavière. Et Judith, en 823, lui donne un 4e fils. Et donc, en 829, l'empereur décide de remettre en cause le partage de 817 pour doter son 4e fils. Or, les frères issus du premier lit refusent ce partage. Et pour une raison bien simple, c'est que depuis sa naissance, Charles le Chauve, le 4e, est présumé être adultérin. Il serait le fils de Bernard de Septimanie, alors chambrier de l'empereur. Et donc il va y avoir un procès, et Judith va jurer devant Dieu que tout n'est que mensonge. Et donc l'empereur Louis le Pieux, avec une telle preuve, écoute, il reconnaît son fils Charles le Chauve, et l'affaire est classée du point de vue de l'empereur. Par contre, les frères aînés refusent de partager leur empire, l'empire de Charlemagne, avec ce frère qui n'est pas un frère, ni même un héritier de l'empereur. Et donc en 830, ils vont renverser une première fois leur père, mais ils ne s'entendent pas, donc Louis le Pieux revient au pouvoir, il le renverse une seconde fois en 833, et l'empereur reviendra. Et au cours de cette période, en fait, un des fils va être particulièrement visé, il s'agit de Pépin d'Aquitaine. Et Pépin d'Aquitaine, il cumule 2 défauts majeurs. Le premier, c'est qu'il possède le plus beau royaume de l'Empire, le grand et riche royaume d'Aquitaine, et le second, c'est que c'est un ivrogne et un débauché. Et l'empereur va considérer qu'il est indigne de régner sur un tel royaume, et en 832, il va dire, l'Aquitaine, je la donne carrément à Charles le Chauve. Alors évidemment, Pépin ne l'entend pas de cette oreille, et l'empereur va lancer une campagne pour essayer de reconquérir l'Aquitaine, mais il va échouer. Et donc il y a un statu quo qui s'installe, et ce statu quo prendra fin en 838 à la mort de Pépin Ier d'Aquitaine. Et là, l'empereur dit, tout est simple, je récupère l'Aquitaine et je la donne à mon fils Charles le Chauve. Le seul problème, c'est que Pépin II avait eu 2 fils, et que les grands d'Aquitaine choisissent l'aîné, donc Pépin II, pardon, pour succéder à son père. Et donc en 839, l'Aquitaine a 2 rois, Charles le Chauve désigné par son père l'empereur, et Pépin II, fils de Pépin, désigné par les grands d'Aquitaine. Évidemment, l'empereur fait vite ses calculs, il y a un roi de trop, et il va lancer une campagne en Aquitaine pour capturer son petit-fils. Il va le poursuivre dans le Cantal et en Corrèze, et finira par le capturer. Et donc en décembre 839, Pépin II est capturé, ramené à Poitiers, puis envoyé à Aix-la-Chapelle. Et cette situation n'arrange pas du tout nos Vikings. Pourquoi cela? Et on a vu qu'en 1795, les Vikings étaient alliés du roi des Asturies et du roi de Pampelune contre les païens. Et en fait, on voit qu'ils entretenaient des relations amicales avec les souverains locaux, et on peut imaginer qu'il en était de même avec le roi d'Aquitaine. Les Vikings avaient intérêt à entretenir de bonnes relations avec les souverains pour pouvoir commercer librement. De leur côté, le roi d'Aquitaine, de son côté, lui, il avait intérêt à entretenir de bonnes relations avec ses commerçants qui lui achetaient des marchandises, qui lui en vendaient. Et s'il voulait des ports et des marchés, eh bien, c'était tout bénef pour le roi d'Aquitaine qui pouvait toucher des droits de douane. Et donc, on peut penser que les Vikings qui étaient installés au Pays Basque avaient des relations privilégiées avec Pépin d'Aquitaine.
Lorsque Pépin meurt, bien, les Danois se disent, Pépin II lui succède, donc tout va bien. Par contre, à partir du moment où Pépin II est capturé par l'empereur, alors là, la situation se gâte. Car logiquement, l'empereur devrait poursuivre son offensive débutée en 839 en Aquitaine. Il devrait franchir la Garonne et investir la Gascogne pour soumettre les derniers nids de résistance favorables à Pépin. Et là, les Scandinaves ne peuvent pas laisser faire ça, puisque ils ont leur port, leur marché, leur chantier naval. Et donc, 5 mois après la capture de Pépin, en avril 840, les Vikings lancent l'assaut sur la Gascogne. Ils s'emparent des 12 cités de Gascogne, et en fait, il ne s'agit pas véritablement d'une conquête, mais plutôt d'une prise de contrôle dont l'objet n'est pas de priver Pépin de son royaume, mais plutôt d'empêcher que la Gascogne ne tombe entre les mains de son ennemi, son grand-père Louis le Pieux. Entre-temps, Louis le Pieux est mort, mais les choses sont ainsi faites qu'en 840, c'est pour protéger leur allié Pépin II que les Vikings investissent la Gascogne.